Rebonsoir, et du coup je vous demande d'accueillir Fabrice Duvels, qui est accompagné de Domenico Laporta, qui a écrit le film avec lui, et de Jean-Yves Roubin, le producteur, qui suit Fabrice depuis toujours, et qui a notamment produit le documentaire La Passion selon Béatrice, qu'on avait sorti au mois de novembre. Voilà. Bonsoir. Alors, l'idée va être de faire circuler un micro pour que vous puissiez poser vos questions, mais tu l'as un peu évoqué en introduction, le pourquoi ce film. Pourquoi c'est une vaste question. Je sais qu'il faut toujours un peu de temps pour revenir à la surface. C'est un film assez immersif. Donc j'imagine qu'il va vous falloir un petit peu de temps avant d'intervenir. N'hésitez pas, d'expérience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où c'est parti, ça devient très, très vivant et très intéressant même. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était nécessaire de faire un film sur cette affaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, il y a l'affaire et puis il y a tout le côté personnel. Je pense que autant pour Fabrice que pour moi, enfin les premières fois on en a discuté, on a tout de suite trouvé des connexions personnelles avec cette affaire. On était gamins quand l'affaire a éclaté, à des périodes charnières de notre vie, passage à l'âge adulte. Moi personnellement, je faisais des études de droit à ce moment-là. Enfin non, oui, je terminais mes études de droit, je crois. Non, je commençais mes études de droit, pardon, et ça m'a un peu dégoûté du métier que j'étais en train de vouloir faire. Et d'ailleurs, dans le film, il y a toute une partie judiciaire qui a été enlevée parce que le film est déjà long. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'en fait, malgré qu'on avait des parcours assez différents, on a tous les deux des enfants, l'affaire nous a impactés émotionnellement carrément de la même manière. Et puis en parlant autour de nous, nos parents, beaucoup de gens ont été impactés de la même manière. Puis quand on en a discuté avec notre producteur, c'était pareil. Donc on s'est dit, bon là, si tout le monde est touché par cette affaire, et ça fait 30 ans, il est temps d'en faire quelque chose. Et puis ce qui aurait été terrible pour moi, très franchement, c'est que des Anglais, des Américains, au pire des Français, s'emparent de cette affaire. Ou Netflix. Ou Netflix, ça aurait été terrifiant, vraiment, très franchement. Donc on voulait construire. On avait une ambition assez folle sur ce projet. On voulait effectivement toucher la fresque, presque composer une tragédie, articuler une tragédie, effectivement qui se solde dans le sang pour permettre une renaissance, une résilience, au mieux une catharsis. C'est cette distance par rapport à une réalité. On est pleinement dans la fiction, une fiction pleinement assumée aussi. Oui. Ce qui fait du bien aussi. Moi, j'ai beaucoup voyagé d'un point de vue sensation. Tu nous disais que tu as fait une crise de panique pendant le film, tu dis que ça fait du bien. J'ai fait 2 crises de panique devant le film, oui. Dès qu'il est question de cave, voilà. Moi, quand j'ai vu le film seul en salle, j'ai fait 2 crises de panique, effectivement. Donc c'est là que je dis que j'ai beaucoup voyagé. Je ne vais pas dire qu'il y a un plaisir à voir le malfrat mourir, mais en tout cas, il y a une sorte de revanche quelque part. Oui, alors ça, j'aimerais vraiment être très clair par rapport à ça. Pour moi, même si j'aime beaucoup Le Vigilante et le film de vengeance, ce n'est pas un film de vengeance. Il y a 2 thématiques qui nous ont guidés pendant toute cette production, du début de l'écriture à la fin du montage. C'est la thématique de la justice et la thématique du mal. Donc la thématique de la justice, que peut faire un honnête homme dans une société où la justice faillit, c'est vertigineux comme question. Et la question du mal, qu'est-ce que le mal en fait ? Est-ce que le mal, c'est 3 mecs dans une cave qui font des saloperies à des gamines ? Ou est-ce que c'est la guerre des polices ? Est-ce que c'est la rétention d'informations ? Est-ce que c'est la corruption ? Donc c'est quelque chose qui a profondément irrigué toute notre réflexion et orienté profondément notre lecture au travers du regard de Paul Chartier, de ce jeune gendarme impulsif, zélé, idéaliste au début, et puis qui va se fracasser en fait à son idéal de justice. Qui est un naïf aussi. Moi, je trouve ça, à mon sens, dans le bon sens du terme. C'est un coming of age, quoi. Il est innocent. Au début, c'est un enfant. À la fin, c'est un homme avec toutes les cicatrices qu'un homme peut avoir à travers l'épopée qu'il a vécue.
Et puis il a tout perdu aussi, ce qui est pas ce qu'on vous souhaite, hein, ce qu'on souhaite à personne. Mais quand je disais tout à l'heure que c'est personnel, on retrouve évidemment plein de choses du cinéma de Fabrice dans ce film, des nouvelles choses même qui font partie de son univers. Voilà. Mais il y a aussi la thématique de la famille qui est très importante. Finalement, c'est les familles qui ont été touchées par cette affaire très très fort. Ça a impacté très fort des familles. Les enfants, c'est vraiment le cœur de la famille. Et c'est pour ça que la dimension familiale, on l'a vraiment mis dès le scénario. Moi, mes parents sont dans le film. Vous avez vu la scène de mariage. Enfin, Chartier, il va intégrer une nouvelle famille. Et on a vraiment... et puis la famille d'acteurs de Fabrice, enfin... Tout le thème de la famille, pour moi, c'est le troisième thème du film. Et il y a aussi cette dimension populaire, c'est-à-dire que on voulait profondément ancrer ce film dans le populaire. J'ai l'impression, moi, que le cinéma s'éloigne de plus en plus du populaire. Il devient presque comme l'art contemporain. Il glisse vers quelque chose d'assez socialement très, très différent. Alors que le cinéma que j'aime est profondément en prise avec le populaire, avec les interrogations populaires en fait. Et donc comme le peuple ici, nous en tant que société, on a quand même beaucoup souffert de cette tragédie. Ancrer ce film à Charleroi dans une société déjà fragilisée, ça nous paraissait profondément important parce que j'ai toujours senti, quelque chose qui me met en colère profondément, c'est à quel point cette population-là a été méprisée longtemps, et à quel point vous pouvez voir l'intégrité. Paul Chartier perd tout, mais il garde son intégrité, et c'est vraiment une intégrité que, modestement, mais avec beaucoup de panache, on a voulu rendre en fait à cette population. Donc ça, c'est très très important d'être le plus authentique, le plus juste par rapport à ce milieu social qui est très important dans le film. Est-ce qu'il y aurait déjà l'une ou l'autre question, ou même simplement partager un ressenti ? Bonjour. Pour commencer, merci pour le film, c'était très intéressant et très... voilà, on a du mal à se dire que c'est vraiment passé. Alors, excusez-moi ma question, parce que moi, je suis née en 2000, donc évidemment, je connais l'affaire, mais pas tous les tenants et aboutissants. Je voulais savoir si le personnage principal était inspiré d'un personnage réel et à quel point sa trajectoire, enfin le fait qu'il ait entendu et tout ça, est vrai. Alors, il est inspiré du maréchal des logis René Château, j'allais dire, de René Michaud, pardon. René Michaud, donc ce gendarme qui est un gendarme à Charleroi, descendu dans la cave en décembre 95, qui a cru entendre les gamines, qui les a entendues, on ne saura jamais, et qui a été complètement décapité par sa hiérarchie quand on a découvert le corps des gamines. Donc en fait, si vous voulez, je me suis toujours interrogé sur le poids, la responsabilité de cet homme, comment vivre avec ce fardeau au-dessus de la tête. Parce que par exemple, toutes les coupures de journaux que vous avez vues dans le film, elles sont peu ou prou assez exactes. Il est aussi inspiré d'un autre gendarme qui est Aimé Bill, qui faisait partie du dossier X, donc qui travaillait à la gendarmerie de Bruxelles avec son camarade Batz. Donc ils étaient en charge du dossier BIS, et il a été complètement décapité aussi par sa hiérarchie. Il n'a pas pu aller plus avant. Mais ça reste principalement un personnage de fiction. En fait, c'est le personnage qui nous a donné le point de vue dans la scène de la cave. C'est la première discussion qu'on a eue d'ailleurs. Quelle est la vie de ce type qui descend dans cette cave, qui entend quelque chose, qui ressort, qui oublie ce qu'il a entendu, et puis qui se rend compte que le drame a eu lieu dans cette cave. Comment est-ce qu'on vit avec ce poids-là? Et après, voilà, c'est juste quand on a conçu le personnage, après on l'a conçu comme un personnage de fiction, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à son passé, à sa backstory, à sa famille, à son arc, etc. Et là, ça n'a plus rien à voir avec les personnes. Certaines péripéties se croisent, mais pour le reste, c'est vraiment un personnage de fiction. Oui, et puis il représente vraiment le bras armé populaire pour nous. Voilà, il s'inscrit dans un contexte très particulier, socialement. Il veut s'extraire de sa condition. Il veut contribuer. Il se fracasse en fait
la justice, en tout cas comment elle s'opérait à ce moment-là. Merci. Alors, merci pour cette belle réalisation. J'avais une question concernant le temps qu'il vous a fallu pour réunir les éléments d'enquête. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des choses taboues, dissimulées lors de votre recherche? Alors, il nous a fallu un peu de temps quand même pour écrire ce scénario. Ça a été un scénario quand même. On avait l'axe, on avait la direction, on avait le point de vue, donc ça c'était assez rapide. Sauf qu'on a travaillé longtemps. Le scénario était très épais. Les premiers scénarios étaient encore plus épais. C'est un travail de synthèse. Encore une fois, ce n'est qu'une œuvre de fiction. On reste vraiment dans notre rôle. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de faits qui sont rassemblés. Donc en fait, c'est deux arcs. C'est l'arc de la petite histoire, donc Paul Chartier, le personnage de fiction, et l'arc de la grande histoire, l'affaire. Et on fait coïncider les deux. Il y a des intersections en fait qui sont opérantes parce qu'elles permettent en tout cas l'évolution de la petite histoire et de l'arc fictionnel de Paul Chartier. Et par rapport à ce que vous demandez sur ce qui est tabou, écoutez, il y a quand même beaucoup de choses dans ce dossier qui sont complètement aberrantes, notamment dans le dossier X. Voilà, il y a différents écrits, il y a 30 témoins directs ou indirects qui ont disparu dans des circonstances quand même assez hallucinantes. Cette enquête est pleine de trous ou de béances. Ça nous appartient à tous. Mais bon, on se contente de cette décision de justice, donc on devrait ne pas devoir la remettre en cause. Mais c'est sûr que si on veut croire que Marc Dutroux est l'alpha et l'oméga de cette affaire, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations. Et puis surtout, si souvent on me confronte dans les avant-premières, certaines personnes me confrontent sur la thèse officielle et la thèse que forcément on défend un petit peu plus dans le film. On dit toujours que si j'avais dû faire un film sur la thèse officielle, ça ferait un très mauvais film. L'histoire réelle est invraisemblable, ne fût-ce que l'évasion. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas montrer, personne n'y croirait ou on croirait que c'est mal fait. Posez un peu une question sur le budget ou je ne sais pas quoi, parce qu'on a notre producteur ici qui ne dit rien. Est-ce que c'est cher ce film, Jean-Yves Roubin? Est-ce que le film a été cher? Donc, merci tout d'abord. Le film est, on va dire, assez irrespirable, en tout cas pour ma part, mais c'était assez prenant. Est-ce que vous avez pu avoir des témoignages? Est-ce que vous avez pu recueillir des témoignages auprès de témoins, de familles, de policiers? Parce que dans ce genre de film, c'est toujours aussi assez ténu de tomber dans le film documentaire ou le film fiction, parce que vous avez pris la première partie de le film fiction, et bravo pour ça. Mais en tout cas, non, c'est un film extrêmement prenant et on en sort un peu affaibli, je dirais, pour moi. Mais en tout cas, bravo, parce que c'était un très bon film. Mais je vous remercie. Alors, par rapport aux rencontres, en fait, très franchement, on a voulu... peut-être que Jean-Yves, tu veux peut-être dire... Par rapport à... Non, mais on était parti sur l'idée d'une fiction et donc de rencontrer personne quelque part. Donc en fait, de faire un travail de recherche pour écrire ce scénario de notre côté et pas aller vers quelqu'un, demander à des victimes ou à des gens impliqués de manière directe ou indirecte, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on tombait dans un espèce de sac de nœuds qui... faites une soirée chez vous, qui on invite ou pas. On perd notre indépendance en fait. Voilà, c'est ça. C'est garder totalement une indépendance pour écrire le scénario. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, vraiment... je voulais absolument garder ça au niveau de la production. Parce que sinon, on allait tomber vraiment dans un espèce de labyrinthe et de complications, qu'elles soient juridiques ou de relationnelles, quoi. Par contre, j'ai été fortement accompagné par des gendarmes, des anciens gendarmes, pendant la prépa et pendant le tournage, parce que voilà, je voulais vraiment rendre hommage à ces gens, parce que tous les gendarmes ne sont pas pourris, loin de là. Donc je voulais qu'ils puissent se reconnaître, que tous les gestes, en tout cas, comment s'articule leur métier, je voulais qu'ils puissent être à l'aune, mais de manière générale, tous les milieux, tous les différents mondes qui peuplent ce film, je voulais qu'on soit le plus précis possible sur la sémiologie, en fait, que ce soit éminemment précis.
Que dire? Félicitations avant tout. C'était magnifique. J'ai envie de revenir sur cette idée de vengeance qu'on a à peine évoquée tout à l'heure, parce que le sentiment que j'avais, c'était qu'on avait vraiment, on est apaisé quelque part, et on n'a pas envie de ce sentiment-là. Et j'imagine que le choix s'est posé de se dire est-ce qu'on le tue ou pas. Et donc je voulais un peu avoir votre opinion là-dessus. Oui, ça a été longtemps débattu. Très franchement, moi j'ai eu un déclic en fait. Alors, bon, avant d'être un cinéaste, je suis d'abord un cinéphile, un peu compulsif depuis longtemps. J'ai eu une marotte il y a quelques années sur Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. C'est un film que j'ai dû voir 20 fois, de manière un peu obsessionnelle. Et c'est un film qui m'a libéré. Alors, c'est pas du tout un film tarantinesque, absolument pas. Mais la liberté que Tarantino prend sur l'affaire Manson et cette foi indestructible qu'il a en le cinéma comme objet de rassemblement, comme objet de catharsis et comme objet de réconciliation m'a profondément touché, ému et changé. Et c'est sûr que c'est quelque chose dont j'ai parlé à Domenico très très tôt. On a beaucoup parlé de cette mort parce que je ne voulais pas qu'on tombe justement dans le film de vengeance, parce que pour moi ce n'est absolument pas un film de vengeance, c'est pas un Vigilante. La mort de Marcel Dedieu arrive comme un chemin de catharsis populaire. Donc c'est l'objet de la fiction, de la tragédie. Je ne me prends pas pour Sophocle, mais on voit bien dans la tragédie grecque à quel point le sang, en tout cas, permet la résilience ou au mieux la catharsis. Donc voilà, ça s'est opéré comme ça. Après, c'est un débat qu'on a eu souvent. Dom pourra en parler aussi. C'est un débat qu'on a eu souvent, mais mon intuition était qu'il fallait le faire, quoi. Après, c'est pas la fin. La fin, c'est la dernière scène où on voit que l'histoire continue et il fallait être réaliste aussi là-dessus. L'histoire de Paul Chartier, elle s'arrête. C'est-à-dire que lui, il a oublié, quand il dit j'ai oublié et qu'on sait qu'il est hyper amnésique, on sait qu'il n'a pas oublié, mais ça veut dire que lui, il se sépare de cette histoire. Il a eu comment on dit, son closure en anglais, son sentiment de finition. Enfin voilà, je sais pas. Lui est apaisé, mais l'histoire, la grande histoire, malheureusement, continue. Ouais. Lui s'en détache. Il n'a plus rien à voir avec ça. Donc il fallait quand même rester réaliste par rapport à ça. Il fallait pas être, c'est pas un conte de fées, quoi. Oui, et dans le but aussi c'est-à-dire que la fin avec Hinkle en prison, c'est quelque chose qui est certes ambigu, je le concède franchement, mais qui, à notre sens, et c'est un peu délicat parce que là on interprète en fait notre propre film, mais c'est rendre à Chartier son intégrité, c'est-à-dire qu'il se délaisse en fait de la justice des hommes et il reste intègre. Parce que toutes les manipulations, la corruption, etc., ils s'en délaissent. Mais bon, ça, c'est éminemment cinématographique, bien sûr, mais cette intégrité retrouvée, maintenue, cette dignité me paraissait être importante à rendre à nous, peuple belge, qui avons été traînés dans la boue, à mon avis, avec cette histoire, et qui avons enfui un trauma profond qu'on ne veut plus voir, qu'on ne veut plus affronter. Ce qui génère aussi cette crispation autour de ce film. Mais on voit bien qu'ici, on est profondément dans quelque chose qui est différent. Enfin, on n'est pas dans du sensationnel, enfin, il me semble. Il y avait une question ici devant, mais le temps que Camille arrive, le film a été présenté à Venise, à la Mostra de Venise. Moi, je suis curieux de savoir quelle a été la réception en fait, d'une presse étrangère, parce que je pense qu'en Belgique, on est très confronté. Mais là, avec ce jeu de génération, 30 ans plus tard, comment le film a été perçu ? En fait, il faut même remonter lors du montage financier du film. Oui, mais ça, c'est intéressant. En fait, j'ai remarqué que les Français connaissent forcément Dutroux, mais ils étaient occupés avec un mec qui s'appelle Fourniret. Et en fait, s'ils connaissent globalement l'histoire du Dutroux, ils ne connaissent pas spécialement, par exemple, le fait qu'il soit évadé. Je dis toujours, on a notre 11 septembre. Moi, je me souviens quand les tours s'effondraient où j'étais, ce que je faisais, et je me souviens très bien quand on a découvert ce qu'il y avait dans le jardin de Dutroux, et je me souviens également quand on a libéré, quand il s'est échappé. D'ailleurs, Bouli en a fait un très beau court-métrage. Donc ça nous a marqué, voilà. Et
Mais tout ça, les Français, en fait, n'ont pas ce souvenir. Ils ont le souvenir d'un ogre, d'un monstre, voilà. Il y a un pays qui est beaucoup plus, comment dire, réceptif et beaucoup plus, qui a ce souvenir, c'est l'Allemagne, en fait. J'étais assez surpris. Les Allemands étaient très, très marqués par l'affaire et surtout les à côté de cette affaire, donc l'évasion du trou. Et donc, l'Allemagne, au niveau de la production, était plutôt accueillant. On ne l'a pas fait pour différentes raisons avec l'Allemagne, mais c'est assez marrant. Et au niveau de l'international, le fait que ce soit comment dire, un thriller, forcément, ça a été accueilli vraiment comme un... Voilà, c'est forcément du trou, tout le monde connaît l'international, mais c'était critiqué, entre guillemets, comme un grand thriller. Voilà. Non, moi j'ai connu des journalistes plus jeunes qui n'avaient pas connu l'affaire du trou, qui du coup posaient plein de questions sur... ils ne voyaient pas d'où c'était inspiré de faits réels. Oui, c'est ça aussi l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est de pouvoir aussi faire une sorte de devoir de mémoire par la fiction, hein, mais en tout cas permettre le débat intergénérationnel, c'est-à-dire que les gens de ma génération puissent parler à leurs enfants et bientôt à leurs petits-enfants de cette affaire-là, de ses tenants, de ses aboutissants, de ce qui s'est passé. Moi, je pense que l'affaire du trou a précipité la Belgique, a encore plus fracturé la Belgique, c'est-à-dire qu'elle a précipité la Belgique dans un fédéralisme forcené. On voit bien aujourd'hui, on n'est plus du tout une nation, hein. Bruxelles est une ville-État qui se gère elle-même, la Flandre se gère et la Wallonie fait ce qu'elle peut. On voit bien qu'on est dans quelque chose de difficile. Je pense que c'est aussi une des conséquences de l'affaire du trou, du fédéralisme. En fait, ça nous divise. Et moi, je crois que pour qu'une société puisse avancer, puisse faire société, enfin, puisse faire corps, il faut qu'elle puisse, à un moment donné, définir les mots de son trauma, définir certaines responsabilités, au mieux juger les responsables et enfin avancer et faire corps et faire société ensemble. C'est comme ça qu'une nation devrait pouvoir avancer le mieux possible. Et la Belgique, voilà, c'est un pays jeune qui a 2 siècles et sous des contours un peu bonhomme, débonnaires et sympathiques et faussement modestes, on est quand même hanté par beaucoup de choses qui sont très troubles. Et je crois que ce pays a cette fâcheuse tendance à tout cadenasser, à enfermer nos propres démons. Et je pense que c'est sain de les libérer pour pouvoir les affronter et essayer de les transcender, quoi. Et moi, je voudrais juste ajouter un truc qu'on nous a dit il n'y a pas longtemps, enfin qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps sur le film, c'est que, et c'est vraiment ce que je pense, c'était l'esprit dans lequel a été écrit le scénario, puis je pense que le film a été fait dans cet esprit-là aussi. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire du trou, regardez un documentaire, lisez un livre, enfin le film n'est pas là pour ça, mais si vous voulez ressentir ce qu'on a ressenti au moment de l'affaire du trou, je crois que là le film il est plus juste. Il se rapproche plus de ce sentiment justement d'humiliation, etc. Et du fait aussi d'être empêché, du fait qu'elles étaient là, qu'on aurait pu les sauver, puis que ça ne s'est pas fait pour des raisons qui ne sont pas toujours des raisons qu'on croit. Des fois, c'est très personnel, ce genre de raisons. Et c'est ça, il y a une outrance, il y a un outrage dans ces choses-là qu'on retrouve dans le film et que vous n'allez pas spécialement retrouver dans un documentaire ou dans un livre sur l'affaire qui est beaucoup plus factuel. Oui, bravo, ça remue vachement. Et je me demandais si les familles des victimes ont connaissance de ce film, si vous avez été en contact avec eux. Et voilà, je me posais la question. Alors, comme Jean-Yves l'a dit, on n'a fait en tout cas aucune démarche pour rentrer en contact avec les familles au début, sauf qu'à l'avant-première à Liège, il y a quelques jours, à la fin du Q&A, à la fin du débat, comme nous faisons ce soir, on m'a appris que Gino Rousseau et Karine Rousseau étaient dans la salle. Donc il se trouve que déjà j'étais assez estomaqué par le fait qu'ils viennent voir le film. Pour vous dire, ils ont réservé le film sur Internet, ils ont payé leur place et ils sont venus sans rien demander à personne, ce qui est déjà absolument incroyable. Incroyable. Je n'ai pas les mots même. Donc j'ai discuté un peu avec Gino. Beaucoup, ouais, longtemps. Une bonne heure. Voilà, on a discuté longtemps. Bon, c'est difficile de vous dire ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, sachez qu'ils comprennent et apprécient notre démarche. Ils m'ont dit que de tout ce qui avait été fait, en fait, comme disait Domenico à l'instant, le sentiment d'impuissance rencontré, la colère larvée, elle est juste et elle leur paraît complètement saine. Maintenant, après, ils avaient des réserves, bien sûr, sur les faits.
Mais ce que je leur ai dit, c'est un travail de fiction, quoi. Notamment la temporalité, hein, qui C'est n'est pas exactement qui est pas la celle même. des faits réels, etc. Et Jean-Denis Lejeune nous a fait savoir qu'il voulait voir le film. Et donc, on lui montre le film samedi matin à Liège. Et on le rencontre après. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'opère. C'est-à-dire que, voilà, les familles... et on n'a fait aucune démarche. Hein, donc, c'est eux qui viennent vers nous. Et on est très heureux de ça. Parce que, bon, c'est quand même une caution très, très importante pour nous, évidemment. Ils auraient pu être complètement distants. Et par exemple, Gino Russo, depuis Venise, a tout lu, tout entendu, tout écouté. Ils sont très, très informés et s'intéressent absolument à tout ce qui se passe autour de ce film. Ouais. Bonjour, bravo, super. J'avoue que moi aussi, je suis un peu à la fois frustré et agacé. Mais pas par le film, j'espère. Non, par cette histoire qui est aberrante en fait, parce que bon, moi j'en ai beaucoup entendu parler aussi dans ma famille, parce que mes grands frères, avaient 10 ans de plus que moi, et donc du coup étaient un peu dans cette zone-là d'inconfort. Rentrez chez vous, faites attention, tout ça. Mais ma question, ça n'a rien à voir, c'est juste pour savoir si... bon, je sais que voilà, dans la production, on choisit des acteurs des fois pour leur notoriété, pour ce qu'ils peuvent amener, tout ça. Mais je voulais juste savoir si, dans le choix des policiers, il y a eu un casting de Carolo. Est-ce que vous avez vu des Carolo aussi? Pas que je dénigre le travail qui a été fait avec les Français, que je trouve qu'ils jouent super bien. Anthony est génial, Alexis Mananti aussi, super. Mais est-ce que ça a été considéré? Merci. Bien sûr. J'ai vu beaucoup de gens. Au départ, il devait y avoir un casting beaucoup plus belge. Et les acteurs belges un peu connus, pour des raisons qui leur sont personnelles, ont préféré ne pas faire le film. Ce que je peux comprendre, c'est une responsabilité qu'ils n'ont pas voulu prendre, et je peux tout à fait la comprendre. Tout le monde le sait, Benoît Poelvoorde devait incarner Marcel Dedieu pour des raisons diverses. Hein. Benoît a décidé finalement de ne pas faire le film. Et je pense que finalement, c'est pour un mieux. Il n'avait pas envie probablement d'endosser cette responsabilité. Il y avait un problème d'agenda aussi. Puis il y a d'autres acteurs qui ont tergiversé un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que... Voilà. Il y a quand même des Carolo dans le film. Il y en a beaucoup. Oui, je me demande si c'est de pas le Carolo. film Oui, dans lequel il y a le plus de Carolo. Non, ça, c'est vrai que dans le on a fait l'avant-première à Charleroi. La première avant-première était à Charleroi et la salle était quasiment remplie de gens qui étaient dans le film. C'est sûr. Ouais, super, bravo. Et vos parents, Merci. notamment, sont dans le film. Les parents ne sont pas Carolo, mais ils sont dans le film, ouais, en silhouette. Ouais. Moi, je veux bien qu'on parle de la famille italienne. Après, on passera... Mais Leonardo. Bravo. Parce que je trouve qu'il y a une incursion quasi documentaire, en fait. Je trouve que les scènes familiales, elles sont... Enfin, moi, je les trouve totalement folles. J'ai l'impression d'être dans l'intimité de la famille. Et voilà. Alors, c'est une rencontre. Hein. C'est-à-dire que, comme Domenico l'a expliqué tout à l'heure, c'était écrit, il y avait des scènes de famille. On a mis vraiment la famille au centre. C'est une famille de substitution, hein, pour Paul Chartier. Mais c'est lors de mes balades à Charleroi, à un moment donné, à Marcinelle, c'est à Marchienne-au-Pont, je crois, je suis tombé devant la mission catholique italienne. Et ils sortaient de la messe. Donc j'étais tout seul, je crois. En tout cas, j'étais en balade tout seul. J'ai fait la première intervention tout seul. Et il sortait de la messe. Angelo Pacella, qui gère cette communauté, m'a accueilli comme un fils, vraiment. Il m'a accueilli. J'ai bu le café avec eux. Je suis revenu avec mes camarades. On est retourné à la messe. On a bu le café. On a rebu, on a remangé. Enfin voilà, ça a été un processus, c'est-à-dire que très très vite j'ai vu que cette communauté était absolument exceptionnelle, très solidaire. Elle partage des valeurs spirituelles très très fortes. C'est aussi une manière de lutter en fait, hein, contre les difficultés, cette espèce de communauté, voilà.
Et très vite, on a décidé d'inscrire en fait tout le début du film avec eux. Mais vraiment, de les inclure dans le film tels qu'ils étaient, en fait. Ce mariage que vous voyez à l'image, c'est vraiment comme ça qu'ils célèbrent les mariages. C'est aussi intéressant qu'ils parlent un dialecte sicilien qui n'existe plus, qui est le dialecte avec lequel moi j'ai grandi. Et on est retourné en Sicile il n'y a pas longtemps avec Fabrice d'ailleurs, et dans la rue, les gens ne comprenaient pas que je parle encore cette langue-là, parce que c'est une langue qui a été exportée avec l'immigration, et en fait qui a été après italianisée complètement en Italie. Mais cette vague d'immigration italienne parle encore cette langue. C'est peut-être la dernière génération qui va parler cette langue, donc c'est aussi un voyage dans le temps. Je pense que dans les années 90, justement, c'était encore très très présent. Et ça, l'immersion, ça participe à l'immersion, en tout cas dans la période. Ouais. Ah, sinon, monsieur, ici en orange. Oui, voilà, c'était moi. On a parlé de l'Allemagne. Je voudrais savoir s'il y a une sortie prévue pour l'Allemagne et quand. Et deuxième question, tout au début, pendant les 15 premières minutes, il y avait quand même quelques séquences où je pensais que c'était des images de l'époque. Est-ce que c'est vrai ou pas? Des images de l'époque, non. À part peut-être le générique, dans le générique début, avec donc le générique rouge, il y a effectivement quelques images d'archives. Sinon, ce sont que des images qu'on a filmées. Et l'Allemagne, je te laisse. Le film a été acheté en Allemagne, oui, mais on n'a pas encore de date de sortie là maintenant à vous communiquer. Mais ça sortira en Allemagne, très certainement. Oui. Sinon, je veux bien parler de votre famille de cinéma et évoquer les différents personnages, parce que pour moi, le film se connecte à vos précédents films. On a Laurent Luca, mais on a Béatrice Dalle, on a, c'est Galatea, si je ne me trompe pas. Alba. Voilà. Galatea, c'est sa sœur. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est une Jackie Berroyer, qui était dans le premier film de Fabrice. Avec une merveilleuse perruque. C'est-à-dire que j'ai un peu bourlingué, j'ai eu des expériences parfois douloureuses, et c'est sûr que rentrer dans un... J'ai une équipe... j'ai une équipe technique très très soudée et une équipe de comédiens aussi très soudée, donc on est toujours très très heureux de se retrouver pour de nouvelles aventures, de plus en plus exigeantes, et voilà, ça me paraît de vivre. Enfin, c'est juste plus facile, mais pas fainéant. C'est juste que c'est un métier parfois un peu difficile, et s'entourer. Voilà, là, entre la production Fracasse, Jean-Yves, Manuel Chiche en France, je sais que je suis en confiance, et puis voilà, j'ai parfois un tempérament qui est le mien et qu'il faut parfois un petit peu cadrer sur certains aspects, et donc voilà, tout ça se fait en totale bienveillance, et c'est toujours constructif en fait. C'est parce que je trouve que vous leur offrez aussi des jolies partitions. Je ne sais pas si c'est un bon terme ou pas, mais en tout cas... Merci Nico. Est-ce qu'il y aurait encore une intervention? C'est depuis qu'il a un chien maintenant. Ouais, en plus. Il s'agit. Est-ce qu'il y aura encore une question ou un commentaire? Je veux savoir si vous avez aimé la musique du film. Qui a aimé la musique du film? Voilà. Ah, merci. Merci pour lui, il n'est pas avec nous. C'est mon vieux camarade Vincent Cahet qui signe ça, et je pense qu'il y a un vinyle qui arrive très bientôt. Alors du coup, moi je veux bien terminer sur le titre. Alors Mal d'Aurore, bien sûr, à l'époque, l'opération de surveillance s'appelait l'opération Othello. Nous cherchions un titre, enfin nom de code. C'est ça, un pendant littéraire en fait. Et donc Mal d'Aurore m'a sauté aux yeux, enfin nous a sauté aux yeux, d'abord parce que c'est un recueil de poésie très très important pour moi à l'adolescence. C'est quelque chose qui a été déterminant dans mon adolescence. Et aussi les chants de Mal d'Aurore de Lautréamont, Isidore Ducasse. Et c'est aussi une réflexion sur l'indicibilité du mal, ce qui me semblait tout à fait opportun pour ce film. Alors vous avez peut-être confus par le titre français qui est Le dossier Mal d'Aurore. Ça, c'est les aléas de la distribution qui font que les exploitants en France avaient beaucoup de réticence par rapport à ce titre, Mal d'Aurore, parce que ça impliquait l'horreur. Et ils avaient peur que ce soit une barrière pour les spectateurs, de se dire un film de Fabrice Du Weilz en plus avec horreur dedans. C'était un peu la double dose.
Et donc, ils ont appelé ça le dossier Maldoror. Mais il n'y a pas de dossier Maldoror. D'ailleurs, le film le prouve, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de dossier de l'opération. Mais pour compléter aussi, en France, ils ont utilisé le dossier Maldoror, parce qu'ici, on savait très bien que la presse avait parlé forcément de l'affaire beaucoup plus qu'en France, comme je le disais tout à l'heure, qui est moins connu. Et donc, ils ont décidé de mettre le dossier Maldoror. Ici, on savait que ça suffisait, en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui filme pour les Français, parce que là, il protège son collègue cofinancier français. Mais non, c'est un bon choix, hein, on est d'accord. Moi aussi, je le dis, hein, c'est un bon choix. Je fais le film suivant avec lui aussi, donc c'est vraiment un très bon choix. Voilà. Pas de frustration, pas de dernière question. Eh bien, merci. En tout cas, un grand merci. Vraiment. Allez, viens.